Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui vous fait vivre les temps forts de la semaine au Parlement. Et comme chaque semaine avec Alexandre, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Aujourd'hui, deux parlementaires franciliens, Aïda Adizadeh, bonjour. Bonjour. Député socialiste du Val d'Oise, vous débattez avec Aymeric Durox, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Rassemblement national de Seine-et-Marne. Et vous débattrez de la censure évitée par le gouvernement de Sébastien Lecornu ce jeudi à l'Assemblée nationale avec un vote serré qui s'est joué à 18 voix près grâce à la non-censure des députés socialistes. Cette non-censure du PS a été décidée en échange d'une suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle 2027. Sébastien Lecornu a fait cette promesse lors de sa déclaration de politique générale. À quelques voix près, Sébastien Lecornu a donc sauvé son siège à Matignon. Le récit d'Elsa Mondingava. Pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Sébastien Lecornu peut souffler, son bail à Matignon est prolongé. Jeudi matin, le Premier ministre a fait face à deux motions de censure. La plus dangereuse était défendue par l'insoumise Aurélie Trouvé. Nous sommes, en ce moment même, à un tournant de l'histoire. La politique néolibérale en faveur des riches et des multinationales, celle de M. Macron, est massivement rejetée par le peuple. Elle ne peut continuer qu'en étant imposée contre le peuple. Le Rassemblement national et son allié ciotiste ont prévenu. Ils votent désormais toutes les censures jusqu'à de nouvelles élections législatives. Tout a révélé au cours des derniers jours que votre seul objectif était d'éviter de nouvelles élections, de contourner le peuple, de le réduire au silence, de l'invisibiliser. À la tribune, le Premier ministre a appelé les députés à prendre leurs responsabilités. La réalité, mesdames et messieurs les députés, soit on rentre dans les débats, soit on rentre une bonne fois pour toutes dans la crise politique. Et de cela, vous devez l'assumer, parlementaires de la France insoumise avec les parlementaires du Rassemblement national, parce que c'est évidemment le moment de vérité. Est-ce que l'on souhaite l'ordre républicain avec des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'on souhaite le désordre? La grande majorité des socialistes a choisi de ne pas censurer Sébastien Lecornu après son engagement à suspendre la réforme des retraites. Un sursis, a prévenu Laurent Baumel. Il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. Sébastien Lecornu maintenu à son poste, mais le plus dur commence avec le début des débats budgétaires dès lundi à l'Assemblée. Aïda Adizadeh, la majorité du groupe socialiste a choisi de ne pas censurer Sébastien Lecornu. Mais comment assumez-vous devant vos électeurs, les électeurs de gauche, d'avoir sauvé une nouvelle fois un gouvernement macroniste? On ne l'a pas sauvé, on l'a fait plier. On lui a fait changer de politique. Jusqu'à présent, que nous disait Emmanuel Macron? Je ne toucherai pas à mon bilan, à mon héritage, j'y suis accroché mordicus. Eh bien, cette semaine, les socialistes, avec la pression de toute la gauche, parce que toute la gauche est allée à la censure, nous l'avons fait plier, nous lui avons fait emprunter une autre voie, la voie de la justice pour des millions de travailleurs. La réforme des retraites sera suspendue et ce n'est pas une obligation de moyens qu'on lui donne, c'est une obligation de résultat. À lui de continuer, à son Premier ministre, de continuer sur ce chemin-là et de faire advenir cette suspension. Aymeric Durox, est-ce que vous reconnaissez que cette non-censure du gouvernement, ça va permettre d'apporter un peu de stabilité au pays en cette période de crise politique? Pas du tout, puisqu'il s'agit en réalité d'un marché de dupes. Hier, on a assisté au retour pitoyable de ce qu'on a longtemps appelé l'UMPS, l'Alliance des contraires, auquel s'est adjoint maintenant la Macronie, qui est prête à tout pour ne pas revenir aux urnes et même à sacrifier la seule réforme dont ils peuvent se targuer depuis 2022. Et ils l'ont fait, tous ces partis-là, parce qu'ils ont peur tout simplement de revenir aux urnes. Et en réalité, ils ont peur du peuple et des sondages qui indiquent qu'ils seraient balayés. Et en réalité, le Parti socialiste s'est acheté un sursis. Hier, ils n'avaient plus d'électeurs, 1,7% à la présidentielle. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'alliés ni d'amis finalement. On voit ce que dit la France insoumise à leur sujet. Et demain, en cas de dissolution, ils n'auront plus d'élus. Donc c'est reculer pour mieux sauter. Et on aura perdu du temps puisqu'à la fin de la discussion budgétaire, il est à peu près sûr que cet amendement ne passera pas. Vous entendez les arguments du sénateur? Je peux lui poser une question? Allez-y. La suspension de la réforme des retraites, c'est une bonne chose?
Ah oui, on pense que... Non mais attendez, on pense que c'est une bonne chose, sauf que vous allez être obligé de tomber dans la surenchère gauchiste en proposant tout de suite la taxe... Mais oui, mais en proposant la taxe Zugman, par exemple, personne ne le veut. Vous allez... C'est une bonne chose pour les travailleurs. Le Cornu, lui aussi s'est vendu. La taxe Zugman, tout de suite, Olivier Faure a dit qu'il la ferait passer, et ça c'est une ligne rouge. Évidemment que les macronistes ou même les LR, qui se sont vendus eux pour rien, parce que vous au moins vous êtes vendus pour une petite promesse. Les LR, ils se sont vendus pour rien. Donc vous votez cette réforme, si elle est suspendue, cet amendement de la suspension de la réforme des retraites. Si cet amendement est proposé, il est fort possible qu'on le vote parce que... Et dans ce cas-là, vous serez dans l'UMPS ou pas? C'est quelque chose qu'on a toujours dit. C'est quelque chose qu'on a toujours dit. Mais on sait, premièrement, et l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, hier, l'a dit dans le Figaro, qu'il est possible que ce soit considéré comme un cavalier législatif. Et s'il est saisi par 60 sénateurs ou 60 députés, eh bien, le Conseil constitutionnel sera obligé de le censurer. Et de toute façon, ça n'ira pas à terme parce qu'il y aura... Mais en attendant, vous remerciez quand même les socialistes d'avoir obtenu cette suspension que vous demandez depuis longtemps. Non, certainement pas, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Il y a une basse manœuvre politicienne. Vous en voulez, mais vous n'en voulez pas. C'est toujours aussi clair avec le RN. Bien sûr que non, on ne veut pas de votre manœuvre politicienne qui consiste à gagner du temps. Et ce que vous avez obtenu d'une main... Gagner du temps pour des travailleurs qui partiront à la retraite. Alors attendez, parce que vous savez que cet amendement qui sera déposé dans le PLFSS, ce même PLFSS qui prévoit... Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qui prévoit le gel des pensions de retraite. C'est un projet que nous allons amender. Oui, bien sûr. Alors vous croyez qu'avec vos 69 députés, vous pourrez dicter le là, etc. Et on verra ce que vous amenderez avec. Donc d'un côté, le gel des pensions de retraite qui va coûter dès 2026 3,8 milliards d'euros aux retraités, et de l'autre côté, cette suspension qui ne rapporte provisoirement que 300 millions d'euros. Vous voyez que le compte n'y est pas. Alors vous débattrez spécifiquement de cette suspension de la réforme des retraites et puis du budget, puisque le débat budgétaire va commencer au Parlement. Mais d'abord, Aïda Hadizadeh, sur quand même cette non-censure du gouvernement Lecornu. Les Insoumis appellent désormais vos électeurs, les électeurs socialistes, à rejoindre les autres partis de gauche qui, eux, ont voté la censure. Qu'est-ce que vous répondez aux Insoumis qui disent que vous avez fait une croix sur le nouveau Front populaire? Moi, je ne vais pas répondre directement aux Insoumis, je vais répondre aux Français. Les Insoumis ne pensaient pas qu'on l'obtiendrait. Moi-même, j'ai eu une discussion lundi matin avec une de leurs députées, qui est de mon département, et qui me disait « Alors, qu'est-ce que vous allez faire, censure ou pas ?» Je dis « Écoute, s'il suspend, pas censure. S'il ne suspend pas, censure. » Elle m'a dit « Ils vous le donneront pas. Ils n'y croyaient pas. » Et je pense que là, ils accusent le coup, le fait qu'on ait marqué un point. Et ce que je trouve vraiment navrant, c'est que ce qui se joue derrière leur colère, c'est toujours la même rengaine qui sera hégémonique à gauche. Je pense que nous n'avons pas le temps. Nous sommes adversaires politiques du Rassemblement national. Et ce n'est un secret pour personne. Nous luttons contre votre projet de société, nous, toute la gauche réunie. C'était le sens du nouveau Front populaire. Nous sommes arrivés en tête des élections législatives. Vous avez fait 28%. Le nouveau Front populaire. Non, vous n'êtes pas du tout arrivé en tête, si ce n'est par des magouilles. Si vous me permettez de continuer, c'est un débat, on a le droit de discuter. On nous a dit qu'on avait le droit de discuter. Finissez, Madame Hadizadeh. Je pense que si vous me laissez continuer, vous pourrez répondre. Vous aurez le loisir de répondre. Et si vous m'interrompez, c'est pas très respectueux. Et je pense que vos électeurs aussi sont attachés au respect. Alors on vous laisse finir votre raisonnement. Finissez. Je vous remercie. Donc, nous sommes la force arrivée en tête et je pense qu'il est important de ne pas tomber dans un excès, dans le bruit et la fureur. Il faut rester concentré. Le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale arrivent. Va se jouer dans les semaines prochaines à l'Assemblée nationale tout l'avenir des Français pour la prochaine année. Et compte tenu également les socialistes dans les négociations exigeantes qu'on a menées avec le gouvernement Lecornu, l'abandon du 49.3. C'est une première. Et justement. Alors, j'ai une question pour vous. On a une question, Aymeric Doroc. Jusqu'à présent, votre parti, le Rassemblement national, se montrait constructif, responsable, mais désormais, Marine Le Pen appelle à censurer tout, à tout censurer. Alors pourquoi ce changement soudain de stratégie? Que s'est-il passé? C'est votre point de vue de considérer que voter la censure d'un gouvernement qui est absolument irresponsable, qui est la continuité des 8 années précédentes et qui ont causé à la France 1000 milliards de dettes supplémentaires, ce serait irresponsable. Au contraire, ce qui est responsable, c'est de virer tous ces gens-là, d'arriver à une nouvelle majorité, parce que nous, on n'a pas peur de la dissolution et du retour au peuple. On sait qu'on obtiendrait, a priori, vous devriez pourtant, on sait qu'on serait pas loin, ou certainement même qu'on arriverait à une majorité absolue et qu'on pourrait enfin changer les choses et avoir une politique différente. On ne sait pas comment peuvent réagir les Français. Il y a un sondage, bien sûr que si, il y a un sondage, 66% des Français, sondage IFOP, vous m'interrompez aussi, vous voyez, 66% des Français qui considèrent qu'il faut une dissolution. Il y a 80% des Français qui considèrent qu'Emmanuel Macron doit partir. Donc ce qui est irresponsable, c'est de continuer avec ce gouvernement
se donner pour un plat de lentilles, comme l'a fait en réalité le Parti socialiste, surtout que ce plat de lentilles, à la fin, il ne se mangera pas. Donc le Parti socialiste, c'est perdant-perdant, c'est reculer pour mieux sauter. Peut-être même, à l'issue du PLFSS, il y aura déjà une motion de censure, parce qu'il y aura trop de choses inacceptables dans ce PLFSS. C'est pas votre point de vue, ouais. N'a aucun sens. C'est formidable. Ils partent du principe que le projet de loi de finances, et ils font croire à leurs électeurs, encore une fois, un mensonge. C'est comme si c'était la loi de finances. C'est un projet qu'on va amender. Il y aura dedans un amendement sur la suspension de la réforme des retraites, ce fameux plat de lentilles que vous désignez. Vous allez voter en faveur parce que vous êtes pour aussi cette suspension, parce que pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de l'abroger. Et sur la taxe humaine, etc., vous a livré au Rassemblement national sur le gel des pensions de retraite, sur le doublement de la franchise de 5 à 100 euros, sur est-ce que vous êtes d'accord aussi, est-ce que vous êtes d'accord, madame, sur la taxation des congés maladie liés à ceux qui ont une affection longue durée. Et nous allons déposer un amendement pour... Eh bien justement, on va parler de ce budget. On va parler de ce budget de la sécurité sociale, puisque la suspension de la réforme des retraites sera proposée par le gouvernement via un amendement pour modifier ce budget de la sécurité sociale 2026. Mais le problème, c'est que ça pourrait effectivement rendre l'adoption de cette suspension de la réforme des retraites assez incertain, en tout cas son adoption définitive. Les explications de Flora Sauvage. Est-ce que le gouvernement est prêt à un nouveau débat sur l'avenir de notre système de retraite? La réponse est oui. Oui, mais comment? Annoncé mardi, lors de la déclaration de politique générale, la suspension de la réforme des retraites passera par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, a indiqué Sébastien Lecornu. Un deal risqué pour le PS, puisque les socialistes pourraient être forcés à voter un budget peu à leur goût s'ils veulent obtenir la suspension de la réforme des retraites. Si les socialistes veulent maintenir jusqu'au bout cette avancée, cela signifie qu'ils sont condamnés à voter le PLFSS dans son ensemble. Or, dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a des mesures qui sont extrêmement douloureuses. Et je ne vois pas comment, quand on est de gauche, on peut voter un PLFSS avec des orientations pareilles. Le budget présenté par Sébastien Lecornu prévoit la non-indexation des prestations sociales sur l'inflation et le doublement des franchises médicales. Un projet de loi de finances qui pourrait être difficile à assumer dans les rangs socialistes, malgré l'amendement de suspension de la réforme des retraites. Cet amendement, il n'y a aucun problème pour le voter, mais après la discussion, elle est sur tout le reste. On n'a aucun deal avec eux. On a dit, on n'est pas d'accord avec le PLFSS et le budget tel qu'il est présenté. Et je peux vous dire que on va partir quasiment d'une page blanche parce qu'il sera remanié de A à Z. Les débats sur le budget pour 2026 s'annoncent féroces, d'autant que la majorité sénatoriale compte bien imprimer sa patte. La meilleure façon de voir comment ça va se passer, c'est de voir comment ça s'est passé la dernière fois. Comment ça s'est passé l'an dernier? Parce que le budget a été très très largement élaboré par le Sénat, puisqu'après la commission paritaire, où la majorité sénatoriale et la minorité de l'Assemblée nationale était à L2 majoritaire, la CMP, la commission mixte paritaire, a fait en sorte que le texte du Sénat soit très largement adopté. Ainsi, la situation pourrait tourner en défaveur des partisans d'une suspension de la réforme des retraites, puisqu'ils ne sont pas majoritaires en commission mixte paritaire. Aïda Adizadeh, est-ce que vous reconnaissez qu'au final, cet amendement sur la suspension de la réforme des retraites pourrait ne pas être adopté définitivement si jamais le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté dans son ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas fait avoir dans cette négociation avec Sébastien Lecornu? Deux choses. La dernière fois, sur le PLFSS, nous avons voté à l'unanimité l'adoption de la première partie, la partie recettes, parce qu'il avait été suffisamment amendé par les forces de gauche et aussi, je pense, par quelques voix du Rassemblement national qui se drapent de justice sociale pour pouvoir l'adopter. Et donc, la partie n'est pas jouée. Nous allons l'amender. Deuxième chose, on va arriver en CMP. Les macronistes, commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs. Tout à fait. À la fin du passage du texte au Sénat, il va revenir ici. Et donc, il va y avoir des sénateurs et des députés, soit dans un format 8 de la majorité, 6 de l'opposition, soit dans un format 7 de la majorité, 7 de l'opposition. Déjà, ça, on va se battre, nous, dans la négo avec le gouvernement, dans la négociation, pour qu'on soit sur le format 7 contre 7. Ensuite, pardon, laissez-moi terminer. Nous ne donnerons jamais, enfin. On verra et on se battra. Alors, ce qui est bien, c'est que nous avons posé l'arme de la censure sur la table. Et je pense qu'on nous prend au sérieux là maintenant. À 18 voix après, je pense que les macronistes qui sont aussi attachés à leurs postes gouvernementaux et à leur banc de députés ne vont pas jouer à ça. Nous allons contraindre les macronistes à aller jusqu'au bout de leur engagement. Et là, nous allons voir s'ils nous ont baladés. Ils nous ont baladés, on les envoie balader. C'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai aucun état d'âme.
Vous aurez fait perdre du temps à tout le monde. On aura parce qu'à la montré fin, que c'est ce qui va se passer. Monsieur le sénateur. En fait, le problème, c'est que le Parti socialiste... Alors, attendez, est-ce que je peux juste... Est-ce que je peux juste... Rapidement, et après on donne la parole à M. Georges. Je trouve ça fascinant qu'on se pose autant de questions sur la faisabilité technique d'une suspension, alors que quand le Rassemblement national vient sur les plateaux et qu'ils veulent fermer les frontières en érigeant des murs sur la Méditerranée, dans la Méditerranée, personne ne pose la question de la faisabilité technique. Mais sur la suspension de la réforme des retraites, vous la soutenez contre l'immigration complètement débile. Alors voilà, ça c'est grotesque. 80% des Français qui veulent l'arrêt de l'immigration. Alors on va pas ouvrir un débat sur l'immigration. On va pas ouvrir le débat sur les retraites. C'est le sujet du Rassemblement national. Sur les retraites. 1,7%. Des murs dans la Méditerranée. Et que vous comprenez qu'on n'est pas sur les retraites, vous soutenez cet amendement? Et je vous l'ai dit, a priori, on le votera, mais de toute façon, ce qui se préfigure, c'est qu'il y aura... Vous arrêtez pas de me mentir, on va le faire aussi maintenant. Ce qui se préfigure certainement, c'est ce qu'on peut appeler, comme l'année dernière, un budget Frankenstein, puisque la gauche, l'extrême gauche vont tomber dans la surenchère pour faire oublier leur trahison, pour faire oublier leur marché de dupes. Ce sera difficilement adopté. Comment ça, la surenchère? Donnez-nous un exemple. Par exemple, dès le soir même, Olivier Faure, après avoir obtenu la non-censure, il a dit qu'il... Maintenant, l'étape d'après, ce serait la taxe Zuckman. Mais la taxe Zuckman, personne... la taxation des milliardaires. On est contre la taxe Zuckman, ça c'est sûr. La taxe Zuckman qui repose, qui ne ferait gagner qu'environ 15 milliards d'euros, madame, que 15 milliards d'euros, et qui reposerait pour la moitié sur 4 familles, ce qui est déjà tout à fait injuste. Et ensuite, ces 4 familles, ils peuvent tout à fait partir. C'est grotesque. Et je vous rappelle qu'on a un déficit cette année de 170 milliards d'euros. 170 milliards. On les protège pas du tout, parce que nous, on propose quelque chose de beaucoup mieux, qui est la taxe sur la fortune financière, et qui exclurait la résidence principale et qui exclurait aussi les biens professionnels. Protégerait les milliardaires. Mais pas du tout. Au contraire, ce que la gauche ne fait pas avec cette taxe Zuckman, qui de toute façon n'a aucune chance de passer. Donc du coup, on va arriver en CMP avec une majorité du bloc central qui de toute façon votera sur un texte bancal Frankenstein de l'Assemblée nationale, sur un texte beaucoup plus à droite, on va dire, du Sénat. Et après la CMP, le délai sera expiré et de toute façon, ce sera le moment de l'ordonnance ou de la loi spéciale. Et donc tout ça pour rien du tout, si ce n'est pour retarder l'échéance de la dissolution. Et là, le PS sera balayé. Ils ont fait tout ça pour un petit quart d'heure de gloire ou un en tout cas, on n'y est pas, mais reculer pour mieux sauter, Aïda Adizadeh, si vous répondez au sénateur. Je vais répondre au sénateur. Vous êtes friand de sondages au Rassemblement national. Oh non, moins que le PS, je vous rassure. Sondez vos électeurs sur la taxe Zuckman, vous verrez. Ah non, vous verrez ce qu'ils vous diront. Non, pas du tout. Nos électeurs, ils veulent plus de justice fiscale. La taxe Zuckman, demandez-leur s'ils sont pour ou contre la taxe socialiste par essence, c'est-à-dire complètement idiote. Et on se retrouve ici pour en reparler. Qui permet de détruire la richesse et ceux qui produisent des richesses, ça n'a aucun sens. Par exemple, la société Mistral, qui est valorisée à 15 milliards, mais aujourd'hui, il n'y a absolument même pas 10 millions en caisse, on leur demanderait 2% de ces 15 milliards chaque année. Alors qu'ils ont encore, c'est juste de la valorisation, ça n'a aucun sens. Ce qui est fascinant, c'est que cette histoire de fortune virtuelle, on dit, mais en fait, ils ne sont pas vraiment riches, c'est de la fortune virtuelle, c'est de la fortune en action. Eh bien, avec cette fortune virtuelle, les milliardaires sont en train de racheter de manière réelle des médias. Mais n'importe quoi, vous parlez de Bolloré, vous confondez Bolloré avec des licornes, ça n'a aucun sens. Elon Musk, sa licorne Tesla, avec cette fortune virtuelle, il s'est acheté le Twitter qu'il a transformé en X, c'est comme relais de propagande de l'extrême droite. Les torchons et les serviettes, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi vous protégez les milliardaires. Mistral, vous êtes contre la tech française, vous allez détruire la tech française. Alors, puisque vous voulez débattre de la taxe Zuckman, alors allons-y. Puisque vous voulez débattre de la taxe Zuckman, qui sera quand même un moment fort du débat budgétaire, notamment à l'Assemblée nationale, Aymeric Durox, en février dernier, dans une proposition de loi qui a été adoptée sur la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale, le RN s'était abstenu, avait permis au final cette adoption. Pourquoi vous allez voter contre à l'automne ? Pourquoi il y a eu ce changement de position ? Alors, on s'était abstenu parce que on savait, c'est grotesque, on savait évidemment qu'au Sénat, ça ne passerait pas. Et on s'est abstenu parce qu'on est pour le principe d'une justice fiscale plus adaptée, mais on est contre cette loi Zuckman qui est en réalité, malgré les renforts médiatiques et les économistes... Et vous pensez que les électeurs comprennent ce pour, contre? Évidemment, nous on ne prend pas nos électeurs, contrairement au Parti socialiste, on ne prend pas nos électeurs pour des dindons. On leur explique et ils comprennent très bien. Ils veulent en effet
plus de justice fiscale, mais ils ne veulent pas détruire la tech française et faire fuir les gens qui rapportent quand même énormément de produits. Et je rappelle que cette taxe Hugmans repose pour moitié sur 4 familles qui pourraient de toute façon partir. Ça n'a aucun sens. Les capitaux sont libres aujourd'hui. Mais certainement que le Parti socialiste veut revenir à une économie fermée type soviétisante. Bon, voilà, c'est le projet. C'est pas dans vos projets. 4 familles. Vous pouvez nous nommer les 4 familles? Parce que ça a l'air d'être très précis au Rassemblement national. Nommez-moi les 4 familles. Les Arnaud, les Pinault, etc. Et qui d'autres? Mais les Arnaud, les Pinault, je ne les ai pas tous en tête. Vous connaissez certainement mieux. Il y en a 4, mais vous êtes incapable de nommer les 4. Vous savez certainement mieux que moi, vous faites des listes, apparemment. Mais évidemment que ce n'est pas ridicule. Il y a des économistes qui l'ont dit. Non, oui, il y en a plus. Alors, il y a 1800 foyers fiscaux qui sont concernés par la taxe Hugmans. Des prix Nobel d'économie qui nous disent que cette taxe est nécessaire. Nous avons une explosion du patrimoine des milliardaires. Stiglitz, c'est ridicule? Non. Ramener un prix Nobel d'économie au Rassemblement national et après on pourra discuter. Être très à gauche, c'est pas une insulte. Victor Hugo était très à gauche aussi. On va avancer dans ce débat. Justement, le Rassemblement... Relisez ses discours. Alors, détruire la misère. Il verrait la France telle qu'elle est et il verrait le Parti socialiste, il ne voterait pas pour vous. À mon avis, il voterait pour nous. Ça, c'est sûr. Mon Dieu, détrompez-vous. Victor Hugo, vous faites parler les morts maintenant. C'est grotesque. Terminé. On va avancer dans ce débat. Le reste doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que le Parti socialiste est devenu. Vraiment. 1,7%. Personne ne vote pour vous. Alors, on va faire avancer le débat. Victor Hugo, non, juste sur Victor Hugo. Rapidement. Vous l'avez vu au téléphone récemment ou pas? Il a commencé royaliste. Je lis ses discours, contrairement peut-être à vous. Oui, moi je suis prof d'histoire. Il est monté à la tribune en 1848 pour prononcer un discours qui, moi, me prend aux tripes à chaque fois que je le lis. Détruire la misère. Quand est-ce qu'il est né, Victor Hugo? Détruire la misère. Quand est-ce qu'il est mort? Il faut détruire la misère parce que tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on y arrive. Revenons au présent et sur ce budget 2026. Il a fini en disant qu'il était socialiste. Revenons au présent et sur ce budget 2026. Le gouvernement propose quand même déjà... Le gouvernement propose quand même déjà dans ce budget 14 milliards d'euros de hausse d'impôts, avec notamment une contribution exceptionnelle et une taxe pour les plus fortunés et une taxe sur les holdings familiales. Est-ce que ça fait quand même déjà beaucoup pour les Français alors que le niveau des prélèvements obligatoires est déjà très élevé en France? Ils s'en fichent pas. Pour quel Français? On parle de quel Français? Pour la classe moyenne. Globalement pour les Français. Il y a des holdings familiales. Les holdings familiales, c'est 1,5 milliard sur les 19 milliards. Moi, ce que je déplore dans ce débat-là... Vous plaisantez ou quoi? Je ne déplore pas tant que ça. Allez-y, répondez et après, Aymeric Durox. Le problème du Rassemblement national, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir entre leur ami Bolloré et leurs électeurs qui galèrent. Ce sont les arguments de collégiens, et en fait, madame. Ils essayent de tenir les deux bouts. Au Rassemblement national, ils ont désormais une succursale, la droite républicaine. Ma question, c'est sur les 14 milliards de hausse d'impôts. Il faut aller encore plus loin? Les 14 milliards de hausse d'impôts, elles épargnent les classes populaires, les classes moyennes. Elles vont chercher l'argent là où désormais il est, parce qu'Emmanuel Macron a mené un projet pour les protéger. Vous vous souvenez, les premiers de cordée, il fallait absolument les protéger parce que c'était eux qui étaient censés tirer la société vers le haut. La théorie du ruissellement. Tout l'argent que ces premiers de cordée devaient gagner devait ruisseler sur le reste de la société. Ça n'est pas arrivé. L'impôt sur la fortune était un mauvais impôt. Vous savez pourquoi? Parce qu'il taxait les petits riches, entre guillemets. Les grands riches, les ultra-riches étaient épargnés. Nous, on veut mettre fin à cette injustice. Nous ne sommes pas les seuls. Dans d'autres pays, il y a ce mouvement-là. Il faut taxer les ultra-riches qui se soustraient mettre fin à cette injustice fiscale. On a la gauche la plus bête du monde, donc ça n'arrive absolument dans aucun autre pays. Contrairement à ce que dit madame, que ça toucherait ces 19 milliards ou 14 milliards, 19 milliards d'impôts supplémentaires, ça toucherait que les riches ou les aisés. Quelle énergie vous déployez pour défendre les ultra-riches? Faux, s'il vous plaît, absolument faux. Déjà, il y a le gel du barème sur l'impôt sur le revenu. Et donc, il va y avoir 200 000 foyers qui ne payaient pas jusqu'à présent d'impôts, et qui vont rentrer et qui vont en payer plus. Ensuite, il y a 17 millions de Français qui vont payer plus d'impôts. Ce sont les classes populaires, ce sont les classes moyennes. Et donc, c'est un projet de boucherie fiscale, sans compter le doublement des franchises médicales, sans compter, par exemple, la taxe sur l'éthanol, sans compter, par exemple, la taxation des congés liés à l'ALD, aux affections de longue durée. Tout ça, c'est une boucherie fiscale. Le Parti socialiste, en effet, c'est une copie initiale. Il s'en fiche. Le Parlement va lamenter. Le Parlement aura du temps ça pour ne sera pas ensuite validé par la CMP et il n'y aura pas assez de temps de toute façon. Donc ça se terminera par ordonnance ou par censure du Conseil constitutionnel. On n'y est pas. En tout cas, la gauche propose des hausses d'impôts pour les plus riches. Mais quelles économies propose-t-on au Parti socialiste?
Nous avons proposé 22 milliards d'économies dans le contre-projet que nous avons fait. Nous avons proposé des économies, notamment en renforçant les moyens pour lutter contre la fraude fiscale et une partie de la fraude sociale, parce que nous reconnaissons qu'il y a une partie de la fraude sociale qui est bien moindre que la fraude fiscale. Voilà les mesures d'économie qu'on propose. On propose aussi des économies sur des dépenses dans le domaine de la santé, qui sont aujourd'hui des dépenses pas de confort, mais dont on n'a pas prouvé l'efficacité thérapeutique et dans lequel on peut aller faire des économies. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous faire la liste ici. On a travaillé de manière sérieuse, on propose 22 milliards d'économies. Et du côté du Rassemblement national, rapidement, Aymeric Durox, quelles économies vous proposez dans ce budget? Il y en a énormément. L'éléphant en plein milieu du couloir, évidemment, sur l'immigration, il y a 80% des Français qui sont... Il faut faire venir plus d'immigrés. Alors finissez. Vous allez voir, je ne vais pas parler que de ça. Il y a, selon certains rapports, celui du CEPI ou celui de l'OCDE, entre 40 et 50 milliards d'économies à aller chercher, notamment sur les aides sociales non contributives, le RSA, l'ASPA, qui sont données à des manières scandaleuses. Hier ou avant-hier, il y a eu un rapport d'un député macroniste qui a dit que les accords d'Alger en 1968 et c'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat animé. Ciao, ciao.